Le PPRD loue un petit. Alors que le PPRD a des députés. Mais ces gens-là sont des mercenaires. C'est pourquoi vous avez vu que le PPRD a perdu le pouvoir. Pourquoi? Parce que les leaders des PPRD n'ont pas la volonté de soutenir les partis. Très bien. Ils viennent pour se faire de l'argent sur les partis. Par contre, Bahati vient prendre son argent pour l'investir. Joseph, c'est un monsieur qui est cool, qui est simple et humble. Mais Joseph a un grand défaut. C'est lequel? Son grand défaut, c'est d'avoir été emporté par les affaires, le business. Je comprends la situation dans laquelle il a vécu. Il a vécu en exil, dans des conditions extrêmement difficiles. Moi, Willy Michiki, je ne connais que 2 candidats qui se sont prononcés jusqu'à aujourd'hui pour 2023. Ouais. C'est Félix Tshisekedi et Martin Fayol. Alors, nous devrions, nous, qui ne sommes pas partants, qui n'avons pas de candidats président de la République, se prononcer. Ce qu'a dit Moïse n'est pas différent de ce que le président Tshisekedi lui-même a dit. Rappelez-vous à Goma, le président Tshisekedi s'est plaint de la mauvaise administration de la justice. Bien sûr. Donc Moïse n'a fait qu'emboîter les pas à Kabila. Et puis tous ces gens-là que vous avez... À Kabila ou à non, Félix? Non, à Félix Tshisekedi. Donc, ce que Moïse a dit pour moi, je peux dire même que c'est le langage de l'Union sacrée. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures baskets, purpettes et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve, sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe. Messieurs, dames, Tanguy Koki. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Tanguy Koki. Nous avons l'honneur et le réel plaisir aujourd'hui de vous parler de la République démocratique du Congo. Ces derniers temps, vous le savez, la sortie médiatique de notre bien-aimé Moïse Katumbi a fait parler bien sûr d'elle. On en parle, oui. Première thématique. Deuxième thématique, état de siège. Où en sommes-nous aujourd'hui? Troisième thématique, AFDCA, avec l'honorable professeur président du Sénat, Bahati Lukwebo, bien sûr, ont jeté leur dévolu sur la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme candidat président à l'élection présidentielle de 2023. Pourquoi avoir fait ce choix? Bahati Lukwebo, côté de Félix Tshisekedi, a-t-il un apport considérable? Union sacrée avec son gouvernement. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Le bilan est-il positif ou négatif? C'est très important, on doit en parler. Et ensuite, la mort de Kyung. Il nous a quittés. Bien sûr, c'est tout le monde qui pleure aujourd'hui, mais il n'est pas encore enterré. D'ici là, l'animation interviendra. Chers compatriotes, il était aux côtés de Joseph Kabila. C'est l'homme, à un certain moment, on avait dit, il avait prédit même la mort d'Étienne Tshisekedi. Pourquoi avoir fait cela ou avoir dit cela? Il avait le secret ou c'était quoi? Il s'agit de Willy Michiki, le professeur. Willy Michiki
est l'un des Congolais qui a eu à participer plusieurs fois dans les gouvernements. Il a l'expérience, bien sûr, gouvernementale. Oui, il va nous parler à cœur ouvert. Edem TV officiel, Toza, pour nous recevoir Makamamboka comme d'habitude. Nous sommes avec lui. Professeur Willy Michiki, bonjour. Bonjour. Je peux vous présenter aujourd'hui comme cadre au sein de l'AFDCA ou au sein de l'AFDC. Oui, je suis membre de la conférence de présidents de l'AFDC et alliés et président du parti politique Union nationale des nationalistes en sigle UNANA. Très bien. Plusieurs fois ministre dans ce pays. Oui, tout à fait, j'en ai l'expérience. C'est 8 fois remanié dans ce pays. Donc, je sais ce que vaut un remaniement. J'ai quand même l'expérience de la gestion de la chose publique, mais aussi je suis parmi les acteurs politiques de premier rang avec près de 3 décennies et demie de politiques actives. La plupart d'ailleurs de mes collègues, que leurs âmes reposent en paix, ne sont plus là aujourd'hui, presque 90%, avec qui on a commencé l'IDPS. Je cite ici mon mentor lui-même, Étienne Tshisekedi, je pense à Kibasa Maliba, Frédéric, Marcel Liaou, Ngalula Pandangila, Vincent Boaké, mais récemment, Kyungwa Kumwaza, tous ces gens-là avec qui j'ai fait la politique et j'ai commencé la politique de ce pays. Puisque je rappelle ici que je suis cofondateur de l'IDPS et j'ai été secrétaire général adjoint chargé des questions politiques, administratives et judiciaires avec l'appui du président Étienne Tshisekedi. Pour vous dire que cet homme-là humble, il était mon collaborateur. Il était secrétaire national à l'organisation. J'étais son chef, mais il a voulu que je sois là. Lui et Kibasa Maliba, c'est eux surtout qui m'avaient appuyé, puisque à l'époque, Mobutu avait comme stratégie de fragiliser l'IDPS en disant que l'IDPS était un parti de Balouba. C'était un parti de Kassaïens. Et c'est vrai, on a eu du mal à pouvoir mobiliser à l'époque. C'est ainsi que l'IDPS a été restructuré. Et dans la restructuration, le président du parti était Frédéric Kibasa Maliba, qui représentait l'espace swahiliphone, puisque Kibasa est du Grand Katanga. Le premier vice-président, c'était le premier Kassaïen au sein du parti, Joseph Ngalula Pandangila. Le deuxième vice-président, c'était Marcel Liaou Ebois. Et le troisième vice-président, c'était, évidemment, Marcel représentait les Lingalaphones. Et le troisième vice-président, c'était Vincent Boakem, qui représentait l'espace Nekongo. Et voilà comment les partis étaient organisés. Et Dr Baving a été le secrétaire général, et moi qui vous parle, qui vient d'ailleurs, qu'on vient d'enterrer la semaine passée, et moi j'étais le secrétaire général adjoint chargé des questions politiques, administratives et judiciaires. Donc j'étais la sixième personnalité du parti. Vous connaissez bien sûr Étienne Tshisekedi. Tout à fait. Pour avoir travaillé avec lui, et paix à son âme, raison pour laquelle vous aviez prédit même sa mort. Vous aviez été utilisé par Joseph Kabila pour tuer Tshisekedi? Bon, d'abord, je dois dire que mes liens avec le président Tshisekedi, Étienne, sont des liens qui datent même avant mon arrivée à Kinshasa. Puisque lorsque j'étais à Goma, je pris langue avec l'IDPS dans la clandestinité. Et déjà à l'époque, j'ai communiqué avec le président Étienne, de façon que même aujourd'hui, j'ai toute une collection de... À l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait pas aujourd'hui des courriers comme ça. C'était des manuscrits qu'on échangeait entre moi à Goma, un petit de rien du tout, là, qui ne représentait rien, et le président Félix et le président Étienne qui étaient ici. Alors, je connaissais bien l'homme. Et à l'IDPS, comme je l'ai dit, parmi les soutiens que j'avais, parmi les leaders qui me soutenaient, qui me comprenaient mieux, il y avait 3, je peux dire. Il y avait le président Tshisekedi, il y avait le président Kibasa Maliba et le président Boakem. J'étais leur enfant chéri. Et j'ai eu à connaître, quand avant que le président Étienne ne parle, je savais déjà à peu près à 90% ce qu'il allait
prendre comme position sur un point donné d'actualité. En tout cas, puisque je connaissais l'homme vraiment comme ma petite poche. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Lorsque nous sommes allés aux négociations de la CENCOM, on lui a proposé un poste à l'époque que Olengankoy occupe aujourd'hui au Sensa, comme président de Sensa, qui est un poste figuratif, mais je peux dire même honorifique. Et c'était une façon de l'impliquer dans les processus, sans pour autant avoir un pouvoir quelconque. Vous voyez aujourd'hui les poids politiques d'Olengankoy. Vous voyez vraiment les pères de la démocratie jouer ces rôles-là. Moi, Willy Michik, connaissant bien le président Étienne, j'ai dit, puisqu'on lui a proposé à ce poste-là pendant qu'il se rendait aux soins médicaux à Bruxelles, j'ai dit, le président Étienne ne reviendra pas occuper ce poste-là. Puisque, qu'est-ce qui s'est fait? Étienne c'était un homme très intelligent, et lorsque vous lui dites des choses qu'il n'approuve pas, il ne dit pas non sur place, mais il répond non par le silence. Et son silence était de ne pas revenir occuper ce poste-là. Malheureusement, les Congolais, vous savez, les Congolais lisent très peu, et même il peut regarder un film et il le regarde à tort et à travers. Si vous regardez l'émission que j'avais tenue à l'époque avec l'équipe nationale, vous entendrez bien et vous verrez, puisque c'est une vidéo, que j'ai dit il ne reviendra pas au pays occuper le poste de Sensa. Bon, vous savez, lorsqu'on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Mes adversaires, malheureusement, le président, quelques temps après, nous a quittés. Et les gens disent, ah, Michiki avait prédit sa mort. Mais non, j'avais dit qu'il ne reviendrait pas, pas comme, puisqu'il était malade, il était malade, mais il ne reviendrait pas pour occuper le poste de Sensa. Très bien. Voilà. Qu'est-ce que vous retenez de Étienne Tshisekedi aujourd'hui? Bon, Étienne, c'est d'abord quelqu'un qui a contribué au moboutisme, puisqu'il était l'un des pionniers du MPR. Mais il a été saisi. Lorsque je vois Étienne, je vois Saoul, quelqu'un qui a persécuté l'église de Jésus, et d'un moment donné, il a pris conscience. Jésus lui-même lui a dit, pendant qu'il était en train d'aller persécuter les chrétiens, il lui dit, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Est-ce que tu peux croire Dieu parlait à un criminel comme ça? Et Saoul, qui est devenu Paul après, a même plus travaillé que même les disciples de Jésus-Christ, puisque Saoul a travaillé avec les disciples de Jésus-Christ. Aujourd'hui, il n'y a pas dans l'église chrétienne quelqu'un qui a bâti un travail, qui a implanté, qui a aujourd'hui prêché la parole que Saoul, qui est devenu plus tard Paul, et qui est mort saint. Donc c'est ça Étienne. Étienne était dans le moboutisme, c'est l'un des pionniers du MPR, mais il a pris conscience, c'est pour dire que l'homme peut changer. Et toute sa vie, il n'a fait que défendre une cause juste. Et il est mort avec les armes armées. Combien de fois? C'est pourquoi je vous dis, quand j'ai dit que je connaissais bien Étienne, regardez, nous sommes allés au palais des Marbres 2. On a négocié, j'étais là. On négocie bien. Mais Étienne a dit, moi, je n'accepterai pas de violer et d'entrer, d'être Premier ministre de Mobutu sous sa constitution. Et nous en avions parlé avec Mobutu. Mobutu nous a dit, attendez d'abord, prenez les fonctions, puis on va modifier après. Mais quand lui a prêté serment, il a barré cette disposition constitutionnelle devant Mobutu pour dire que c'était un homme courageux. Il a dit, Mobutu, tu as promis, je barre et je signe. 48 heures après, Mobutu a remis en cause sa prestation de serment et il n'a pas gouverné. Nous allons à la conférence nationale. Vous savez ce qui s'est passé? Et on est revenu encore pour renégocier. Les Kengo ici nous ont dribblés à la dernière minute avec Kamanda, puisque moi j'étais avec eux, pour faire une excuse, pour dire que le Premier ministre viendra de l'opposition. Et comme c'était l'union sacrée et alliée, ils ont donné des conditions à Étienne
Et Étienne, je me rappelle, j'étais chez Kiba Samaliba la nuit tard, vers 23h. Étienne et Pindou Babwa, qui est décédé aussi, malheureusement, et Capita, et Kiba Samaliba, évidemment, qui nous recevait Étienne. Et ils m'ont associé, moi, comme étudiant. J'étais encore étudiant à l'époque, à l'INIKIN ici. Et Étienne a fait part des propositions qu'on lui avait faites à l'époque pour qu'on puisse les soutenir en contrepartie. Et c'était le groupe de Kengo, les Tambo Mwamba ici, tout ça. Mais Étienne a dit, moi, je ne marchande pas. Et qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils se sont ligués contre nous. Ils ont choisi Kengo. L'opposition, dans sa majorité, a choisi Kengo contre nous. En allant ce matin-là, je me rappelle, Étienne m'a dit, Willy, il y a un coup contre nous. Moi, j'ai dit, mais arrangeons. Non. Nous, on prend la primature d'une manière indépendante ou on ne la prend pas. Il a perdu, Kengo est devenu Premier ministre. Et Étienne a repris son combat. Donc, c'était un homme de principe. C'était un homme qui se battait pas pour des petits avantages mesquins, mais pour des valeurs. Et vous respectez ce que vous avez convenu ou vous ne respectez pas. C'était quelqu'un qui ne pouvait pas dire « Ah non, ça, plan A n'a pas marché, je vais au plan B ». Non. Et ça, c'est quelque chose que j'ai retenu de cet homme d'État qui, pour moi, est resté comme un modèle. Merci beaucoup. C'est compris. Vous avez travaillé également avec Joseph Kabila pendant plusieurs années. Et c'était quoi le point fort de Joseph Kabila? Et Joseph Kabila, vous avez eu même à faire une déclaration qui a enflammé bien sûr la toile en disant que Joseph Kabila ne participait pas au Conseil des ministres et ne dirigeait pas le pays. C'était trop fort de votre part. Hein? Bon, il faut dire que d'abord, comme être humain, Joseph, c'est un monsieur qui est cool, qui est simple et humble. Mais Joseph a un grand défaut. C'est lequel? Son grand défaut, c'est d'avoir été emporté par les affaires, le business. Bon, je comprends la situation dans laquelle il a vécu. Il a vécu en exil, dans des conditions extrêmement difficiles. Il n'a pas eu le temps de connaître le Congo profond. Il est venu ici à un âge adulte, comme Kadogo, comme tout Kadogo. Il a gravi vite les échelons militaires pour devenir un grand général. Je crois que la plus grande formation qu'il a eue, c'est quand il est parti en Chine, il est rentré. Il aimait bien son pays, comme tout citoyen congolais. Mais il a été entouré par des aventuriers, que Mouzé, même son père, appelait conglomérat d'aventuriers. Ces mêmes gens-là l'ont fait miroiter des richesses extrêmement grandes, à tel point que Joseph a oublié ses obligations d'État pour se consacrer exclusivement aux affaires. Vous voulez dire qu'il ne dirigeait pas le pays? C'est-à-dire que les gens dirigeaient le pays pour lui. Ce n'était pas son problème. Non, moi, Joseph n'a pas dirigé le Congo. C'est-à-dire qu'il était là, mais en réalité, les grandes décisions, ce n'est pas lui qui les prenait. On les lui faisait prendre. Ah bon? Lorsque nous étions au gouvernement, je donne le cas, c'était très rare même pour les premiers ministres demander, pour les cas que les premiers ministres qui sont mes amis, que j'ai fréquenté, que je fréquente jusqu'à aujourd'hui, les cas de Sami Badibanga, les cas de Bruno Chibala, parce qu'ils sont déjà avec qui on a été pendant plus de 3 décennies ensemble à l'IDPS, comme pionnier du parti, surtout Bruno. Bruno, c'est un pionnier. On a commencé dans les années 83 à l'IDPS avec les Chibala, les Gilbert, les Canconde. Là, ce sont vraiment des pionniers de l'IDPS. Et lorsqu'il voulait voir Kabila, Kabila était indisponible. C'est Néhémie, c'est parfois des conseillers de sécurité, conseil spécial en matière de sécurité, les Jean Bouyou, les autres, les Kikaya, qui les recevaient. Et c'est un problème, puisque lorsque la Constitution est claire, le président, par exemple, de la République est le président du Conseil du gouvernement. Les décisions importantes qui devraient être prises sont prises dans le Conseil des ministres. Alors, c'est pourquoi que je vous dis, par exemple, pour le cas du gouvernement, le gouvernement Sami Badibanga, pendant tout le temps,
que Sami Badibanga était Premier ministre. Je l'ai dit, tout le monde est là. La plupart, d'ailleurs, tous mes collègues avec qui j'étais au gouvernement sont là. Même le professeur Bahati, il était mon collègue dans ce gouvernement-là. Ils vous diront qu'un seul conseil des ministres était tenu, présidé par Kabila, pendant moins de 45 minutes. Un seul conseil des ministres, c'est tout. Et pendant combien de temps comme ça? Pendant moins de 45 minutes. Et alors, comment vous allez décider? La Constitution est claire. Et dans, dans ces conseils des ministres-là, il donnait aussi des directions, non, justement, c'était des orientations plus la présentation, aux oui, vraiment, il a donné sa vision sur les pays, alors que la Constitution est claire. La plupart des décisions se prennent au Conseil des ministres. Même certains arrêtés importants doivent être approuvés par le Conseil des ministres. Ouais. La nomination des mandataires doit passer par le Conseil des ministres. La nomination des ambassadeurs, même si c'est un pouvoir de concurrence entre les gouvernements et le président de la République, mais ça ne se passe au gouvernement. Alors, lorsque vous ne tenez pas le Conseil des ministres, comment allez-vous diriger le pays? Mais dis-moi, on nommait les gens. Mais justement, on violait la Constitution. Et justement, ça, moi j'ai dit, lorsqu'on nommait des gens, ce sont des gens qui voyaient le président de la République en catimini, en violation flagrante de la Constitution et des lois de la République. Et là, à l'époque, personne ne parlait de la violation de la Constitution. Mais on ne pouvait pas, puisque le système était un système dictatorial. Et les gens trouvaient ça normal. D'ailleurs, ça, moi, ça m'a fait. Pourquoi, vous savez, je remets toujours les amis de FCC à l'ordre. Je dis que c'est eux qui sont les premiers violeurs de la Constitution. Puisque je vous dis que tout ce qui se faisait, c'est pourquoi je dis que Kabila ne faisait pas ça de mauvaise foi, mais on était en train de les distraire dans les affaires. Lui, il regardait combien j'ai acquis comme entreprise minière, combien de concessions minières il a acquises, combien il a en compte à Dar es Salaam, en Chine, un peu partout. Il a des comptes en Dar es Salaam? Non, à Dar es Salaam, moi je donne des exemples. Des exemples. Ce sont des exemples. Bon, on me dit qu'il a investi là-bas, c'est tout à fait normal. Il a vécu quand même une partie de sa vie, il a passé une bonne partie de sa vie en Tanzanie, ça ne m'étonnerait pas qu'il puisse investir là-bas. C'est pourquoi moi j'ai dit, Joseph, c'est vraiment un monsieur bien gentil, mais les gens qui l'entouraient ont abusé de sa bonne foi. Mais certains disent aussi que c'est un homme à gâchette facile, tué facilement. Est-ce que c'est une mauvaise rumeur? En tout cas, sincèrement, ou c'est la vérité? Bon, je n'ai pas été dans son cercle le plus restreint, mais à ma connaissance, je ne connais pas un cas d'un Congolais ou une autre personne qui aurait été tuée par Kabila. Comme ça, je te dis la vérité, puisque je ne connais pas. Et je doute fort que Kabila lui-même prenne son revolver ou une arme, puisse tuer quelqu'un. C'est vrai, il y a peut-être des gens qui pourraient le faire, soi-disant, c'est sur instruction ou injonction de Kabila, mais personnellement, je ne connais pas ce cas. Au contraire, je l'ai connu comme... Je vais donner par exemple un exemple. Un jour, nous étions dans une réunion politique comme ça, au Palais de la Nation, et en sortant, je l'ai sali, il me tue à côté, il me dit, mais Micheki, toi, si tu étais un général, je t'aurais arrêté tout de suite. Tu as tué, tu sais qu'est toi. Alors il me tape comme ça. Donc il aimait bien des petites blagues comme ça. Je dis au président, non, il me dit, non, je blague en Swahili. Tout. Donc il aimait bien des petites blagues. Parfois il me dit, moi je l'appelle beau frère, tu me laisses comme ça. Il me dit, toi, tu as des coltans, des walikale, tu as de l'or, tu es même plus riche que moi, regarde-toi. Moi je n'ai même pas de vente. Donc il aimait bien ces petites blagues. Alors les gens abusaient. Je sais que Kabila, quand les gens disent que c'est quelqu'un qui n'aime pas le Congo, je dis non. Kabila aime bien ce pays. Et il l'aime encore aujourd'hui. Sinon, il n'allait pas accepter de faire une passation pacifique. Mais l'entourage... Mais il a été obligé, forcé à le faire. Non, moi j'ai dit, les voisins, regardez les voisins à côté. Pourquoi les voisins? Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi pression au Congo-Brazzaville, au Rwanda, et récemment ici dans d'autres pays, même en Côte d'Ivoire, où il y a de vieilles démocraties? Non. Il faut dire, comme il faut aussi reconnaître que Kabila s'est ressaisi. Ça, il faut le reconnaître. Il ne faut pas dire que voir toujours les choses en noir. Merci beaucoup. Moi, je dis que les problèmes de Kabila aujourd'hui, maintenant, dans la position où il est, s'il revenait aux affaires, il serait peut-être un des meilleurs présidents. Parce qu'il a compris que tous ces gens qui l'entouraient n'étaient que des petits courtisans qui ne tueraient que les ficelles de leur côté. Pourquoi avoir choisi de travailler également aujourd'hui avec Bahati Lukwebo,
soutenir la candidature du président de la République ou porter votre choix, votre dévolu sur la personne de Félix Tshisekedi comme candidat président en 2023. Entre-temps, on nous dit que son bilan est mitigé. Vous voulez endosser l'échec? Bon, d'abord, il faut dire que je connais l'honorable président Bahati depuis plus de 2 décennies. Et quand il est entré la première fois au gouvernement de Mobutu, c'était la même année que j'étais là. Il y a presque 20 ans, presque 16 ans, à l'époque de Mobutu. Non, pas même 16 ans, je vais dire 26 ans. 26 ans. On était ensemble, j'étais trop jeune moi-même, j'étais le Benjamin du gouvernement. Et j'étais d'abord impressionné de voir quelqu'un de la société, parce que moi j'étais déjà politique aguerri, je venais de l'UDPS où j'ai occupé les charges. Vous avez plusieurs fois trahi, vous, hein? Pardon? Vous étiez un traître. Comment quitter toujours? Non, vous n'avez pas été stable, j'ai Non, l'impression. c'est-à-dire que la politique, elle est dynamique. Ok. Et comme je vous dis là, j'étais entré là-bas comme représentant de l'IDPS. Ah, très bien. Et c'est Kibasa Maliba qui avait présenté ma liste dans un gouvernement de coalition. On parle de Bahati. Dirigé par Kengo Adondo. Alors, j'ai d'abord été impressionné de voir quelqu'un de la société civile faire la politique. Et il était d'abord à l'époque ministre de la fonction publique, puis plus tard ministre du budget. Et quand il prenait, puisque nous étions dans un gouvernement de coalition, à l'époque on appelait force politique du conclave, c'était leur groupe avec les Mobutu et consorts, et notre groupe, nous et les Kengo, qu'on appelait Isoral. Et quand on faisait des débats au sein du Conseil des ministres, on sentait, notre rapprochement à la population par rapport aux gens des forces politiques du conclave. Mais quand le professeur Bahati intervenait, quoi qu'il était de l'autre camp, mais ses positions rejoignaient celles de l'Issoral. Et je me rappelle un jour même, il y a eu parfois des gens qui les considéraient comme un traître de l'autre côté. Mais c'était un homme qui était toujours du côté du peuple, même si il portait la casquette des mobutistes à l'époque, parce que nous étions des ex-opposition. Mais j'ai suivi son parcours, je n'ai jamais été avec lui ni dans la majorité présidentielle, même dans les FCC, j'étais toujours du côté de l'opposition. C'est ce que les gens ne comprenaient rien, je n'ai jamais été dans la majorité présidentielle. Alors, et puis nous nous sommes retrouvés encore plus tard, ça c'était à l'époque de Mobutu, et après nous nous sommes retrouvés encore ensemble lorsqu'il était ministre de l'économie, moi j'étais à l'énergie, dans le gouvernement de Kabila. Et ses positions restaient toujours les mêmes. Mais quand j'ai fait des analyses des comportements des leaders politiques de ce pays, je vois un jeune parti comme AFDC Allié, parce que je dis, mon parti, moi, Inana, est un parti créé en 1994. L'AFDC, qui est jeune parti, premières élections, en 2011, ils ont raflé beaucoup de voix. En 2018, c'était la première force politique de ce pays. Bon, après, donc, disons deuxième après le PPRD. Mais quand je regarde, je dis, mais cet homme, il a un avenir. Vous savez, ce n'est pas facile. D'abord, aujourd'hui, AFDC Allié a 41. Mais en réalité, AFDC Allié avait plus de 50 députés. C'est vrai. Que la CENI d'abord a bouffé. Oui. Et après, ceux qui PPRD sont restés ont été encore charcutés au niveau de la Cour constitutionnelle. On peut dire que c'est la machine politique. Non, c'est une véritable machine électorale de guerre. Pas seulement politique, mais aussi électorale. Puisque ça m'a surpris, vous savez, nous sommes tous des politiciens. Vous savez, les gens ne parlent pas assez d'hommes politiques. Cet homme-là, pour moi, moi je suis un observateur politique. Je vous ai parlé des gens avec qui j'ai été, ce sont des grands de ce pays. Bien sûr. La plupart d'hommes politiques viennent mettre dans la poche. Mais le professeur Bahati, il investit dans la politique parce qu'il aime son pays. C'est rare de voir des gens qui peuvent prendre ses maisons en faire des sièges de parti. Quelqu'un qui vend des maisons pour financer la campagne. Quand vous voyez tous ces gens-là, même les Kabila, les Nehem, tous ces gens-là, les Chadari,
c'est l'argent du trésor public de l'État qu'ils utilisent. Ou parfois, d'autres même, c'est l'argent que certains miniers leur donnent ou des investisseurs pour accéder au pouvoir. Mais Bahati vend ses biens. Ça, c'est rare. Vous pouvez regarder ici. Moi, je suis du Kivu. Vous allez aujourd'hui, je prends un cas de PPRD, qui est un grand parti de ce pays. Le PPRD, depuis 2006, que je connais chez moi à Goma, loue un petit studio, je dis bien studio, un petit, au pouvoir, le PPRD. Un petit studio jusqu'aujourd'hui à Goma, à côté de la mairie, qui loue, je crois, $100. Alors que Bahati prend sa maison comme siège du parti. Il achète une maison pour en faire un siège. Moi aussi, je dois me vanter à Goma. Le parti est chez moi, dans mon immeuble à Goma. Vous allez à Bukavu. Le PPRD loue un petit. Alors que le PPRD a des députés. Mais ces gens-là sont des mercenaires. C'est pourquoi vous avez vu que le PPRD a perdu le pouvoir. Pourquoi? Parce que les leaders des PPRD n'ont pas la volonté de soutenir les partis. Très bien. Ils viennent pour se faire de l'argent sur les partis. Par contre, Bahati vient prendre son argent pour l'investir. Voilà les raisons. Et puis en plus, pour coucher, c'est important, puisque 90% du leadership de l'AFDF, d'abord parce que l'AFDF fait Bahati, viennent de la société civile. Donc ils ont une autre vision du Congo que moi, enfin, cette idée-là m'a séduit. Il faut dire que cette idée-là m'a séduit pour rejoindre ces amis-là. Et pourquoi avoir choisi Félix Tshisekedi comme candidat en 2023? Alors, là, nous avons réfléchi ensemble au sein de l'AFDF allié. D'ailleurs, c'est moi qui avais fait la communication en français, lorsque les communicateurs s'étaient réunis. L'idée, c'est quoi? D'abord, il faut dire la vérité que dans ce pays aujourd'hui, moi, Willy Michiki, je ne connais que 2 candidats qui se sont prononcés jusqu'aujourd'hui pour 2023. C'est Félix Tshisekedi et Martin Fayol. Alors, nous devrions, nous, qui ne sommes pas partants, qui n'avons pas de candidats président de la République, se prononcer. Et depuis longtemps, au niveau... Puisque vous savez, l'AFDF allié et son autorité morale, il y a d'abord la question de fidélité. Vous savez, lorsque vous regardez le comportement du professeur Bahati à côté de Kabila, il était fidèle. Ce sont les gens qui l'ont combattu. Voyez-vous une deuxième force de votre regroupement AFDF allié, vous n'arrivez même pas à lui donner la gestion d'une institution. Vous la donnez à un certain Tambo Mamba qui n'a même pas de parti, qui n'est qu'une personnalité et qui s'est fait élire sénateur avec les voix de députés professeurs de l'AFDF. Ah bon? Oui, au Maniema, allez-y, à l'Assemblée provinciale de Maniema, ce sont les députés de l'AFDF allié qui ont signé l'instruction du professeur Bahati, qui ont élu Tambo Mamba. Et c'est ce monsieur-là que vous voulez faire. Vous savez que c'est cette culture-là de fidélité qui a amené l'AFDF allié à dire que parmi les 2 candidats en vie qui se sont prononcés, nous préférons Félix. Pourquoi nous avons souhaité Félix? D'abord, Félix, c'est ce qu'on appelle en anglais un gentleman. Avec FCC, moi j'étais le premier à tirer sur lui et son allié Kabila. Il s'est ressaisi, il a dit, fini cette coalition. Il nous a tendu la main. Il a remis en cause ces 3 ans de mandat. Il pouvait dire, moi je m'en fous de vous, je termine mon mandat de 5 ans. Il accepte de partager son mandat avec nous. Alors nous posons la question à l'AFDF allié. Ce monsieur qui accepte de partager ce qu'il avait, encore pour 3 ans, un pouvoir, il est parti avec nous. Pourquoi ne pas lui céder les autres 5 ans? Et en 2028, nous allons voir parmi nous qui pourrait les succéder. Puisqu'un mandat est une fois renouvelable. Oui, pensez-vous que Félix Tshisekedi serait pour vous meilleur candidat pour 2023, puisqu'on dit que son bilan est négatif là? Bon, d'abord aujourd'hui, parler du bilan de Félix, c'est très tôt. Très bien. Puisqu'il a encore 2 ans et demi au pouvoir à gérer le pays. Vous avez vu déjà depuis qu'il a rompu avec le FCC, parce que le gouvernement Sama, le Condé est en place depuis le 24 avril. Bien sûr. Lorsqu'il a été investi à l'Assemblée nationale, vous avez constaté vous-même des améliorations. Le secteur, aujourd'hui, c'est la première fois que les réserves de la Banque centrale passent de 800 millions à près de
à près de 2 milliards de dollars. Parce que vous savez, lorsque la monnaie n'a pas de réserve de devises, il est difficile de pouvoir tenir sur les yo-yo. Deuxième chose, c'est la première fois depuis que moi je suis né, à mon âge ici, de voir dans ce pays le prix des biens de première nécessité baisser. Les prix de la vie, quand vous regardez, ça fait que grimper. Donc ce sont des avancées pour moi qu'il faudrait reconnaître. Aujourd'hui, la RDC est redevenue fréquentable. Regardez aujourd'hui les recettes de l'État. Ce n'est pas possible. Les mêmes régimes financiers qui étaient là, d'ailleurs, même quand vous prenez la DGDA, vous prenez la DGRAD, il n'y a qu'à la DGI où on a nommé un nouveau, le pasteur Barnabé Ejesali, qui est un des anciens collègues avec qui on a évolué à l'IDPF, à la DGI. Tous, ce sont les mêmes gestionnaires qui étaient là, mais qui aujourd'hui ont dépassé les assignations budgétaires à plus de 500%. Vous demandez à quelqu'un de donner 100 millions, il vous donne 500 millions. Dans ce pays toujours. C'est pour dire que les problèmes de ce pays, comme je l'ai toujours dit, et je le redis encore, c'est deux choses. Avoir un leadership exemplaire à la tête de l'État. Nous l'avons aujourd'hui avec Félix Tshisekedi Tshilombo. Et la bonne gouvernance qui a toujours été prêchée par le professeur Bahati partout où il est passé. Ces deux facteurs-là font qu'aujourd'hui, sans aucun effort, les recettes de l'État sont en train d'être renflouées au niveau du trésor public. Mais vous, et vous je dites... vous dis, oui, vas-y. aujourd'hui, oui. je peux dire que les promesses électorales du président Félix Tshisekedi, d'ici fin 2022, seront atteintes, notamment l'accroissement du budget de l'État. Ce n'est pas possible que dans ce pays, sous Kabila, on avait des budgets de 4 milliards, 5 milliards, alors que nous avons ici des sociétés telles que Tenke Fongorume, qui ont un capital social de 5 milliards. Nous avons aux 6 communes 6 milliards. Ça ne se fait qu'au Congo. Puisque ces entreprises-là, privées, sont ici au Congo, sont censées payer les taxes de l'État au moins 40%. Alors comment une entreprise peut être plus riche que le pays? Ça ne se conçoit pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas, quelque part. C'est pourquoi j'ai dit que la volonté politique aujourd'hui, dont le président Tshisekedi a fait preuve, pour nous, c'est un gage politique. Puisqu'on ne peut pas aller aussi avec des faibles. Nous voulons aller avec quelqu'un qui va gagner. Et ajouter à ça la machine électorale qui est l'AFDC alliée, son poids politique, l'expérience de son autorité morale. Vous savez, Bahati Modeste, il n'est pas né de la dernière pluie. C'est quelqu'un qui a une forte expérience de la gestion. C'est un des meilleurs économistes de ce pays. Sa présence à côté du chef de l'État. Vous savez, gérer le Sénat, là, ce n'est pas facile. Hein? Le Sénat, ce n'est pas comme la Chambre basse. Hein? La preuve aujourd'hui, vous voyez aujourd'hui, nous avons, parce qu'on va parler de ça, on va parler. Lorsque vous regardez la façon dont les choses se passent au Sénat, oui, ce n'est pas facile. Si on avait mis là-bas Émilie Fretin, on aurait déjà perdu cette majorité-là. Ouais. Et vous savez que 80% des sénateurs viennent du FCC. C'était un morceau dur pour Félix. Mais le fait qu'il a eu un homme expérimenté, un Deler qui a d'abord tenu tête à Tambwe Mamba, à l'époque, avec plus de 40% de voix, contre tous les moyens. Vous savez, Kabila aurait mis $100 000 à chaque sénateur. 100 000 $100 000 aurait mis $100 000 à chaque sénateur pour que Bahati échoue. Mais les gens, par l'amour à Bahati, par le fait qu'il partageait son combat, de sénateurs qui ne sont pas déjà n'importe qui, hein, mais ils ont dit non, nous on ne prend pas cet argent-là, nous votons pour Bahati. C'est un changement. C'est pourquoi Bahati était devenu la bête noire de FCC. Et aujourd'hui, Félix peut compter sur Bahati, puisque c'est un guerrier. Et lorsque vous regardez le poids électoral aujourd'hui de l'Est, vous savez, 60% des électeurs viennent de l'Est. 60% des électeurs viennent de l'Est. Le Nord Kivu, qui est ma province, puisque Kinshasa, c'est pour tout le monde. C'est le premier poumon électoral aujourd'hui, avec 10% d'électeurs. Vous prenez le Sud Kivu, presque 7%. Vous prenez l'Ituri à côté, puisque nous sommes en alliance, presque 5%. Donc, rien qu'aujourd'hui, avoir Bahati à côté, et puis l'AFDC allié, c'est le seul regroupement politique qui a des députés, des élus, dans chaque
provinces anciennes là, donc les 11 grandes provinces. Dans chaque, ils ont au moins 2 députés dans chaque province. C'est rare, puisqu'il y a des gens qui ont des députés, mais dans une même province. Je ne veux pas citer les noms. Et c'est le seul aussi qui a aujourd'hui, en tout et pour tout, nous avons plus de 112 élus, députés nationaux et députés provinciaux. Très bien. Donc, c'est un poids politique aujourd'hui que Félix peut se froger la poitrine, dire que j'ai vraiment un allié d'État. Et avec Bahati Modeste, Félix n'a plus besoin d'un autre allié de l'Est, puisque ça, il a déjà eu les voix de Swahiliphones que nous sommes, indépendamment de son épouse, qui est aussi notre sœur, bien évidemment. Que diriez-vous maintenant de Moïse Katumbi, qui pense qu'aujourd'hui rien ne marche, les mêmes réalités, les mêmes habitudes, les mêmes intimidations d'hier sous le régime de Joseph Kabila sont encore sur la table, et en plus de cela, des arrestations arbitraires, justice sélective, qu'on pardonne tout le monde qui a eu à voler. Il a cité même le Matata Pognon, il a cité le Kikaya Bin Karobi affaire carte visa, il a cité Kamere affaire 57 millions, il a cité presque tout le monde, John Numbi et consorts. Que dites-vous de la sortie médiatique de Moïse Katumbi? Bon, moi je crois que ce qu'a dit Moïse n'est pas différent de ce que le président Tshisekedi lui-même a dit. Rappelez-vous à Goma, le président Tshisekedi s'est plaint de la mauvaise administration de la justice. Bien sûr. Donc Moïse n'a fait qu'emboîter les pas à Kabila. Et puis tous ces gens-là que vous avez... À Kabila ou à non, Félix? Non, à Félix Tshisekedi. Donc, ce que Moïse a dit pour moi, je peux dire même que c'est le langage de l'Union sacrée. Puisqu'il n'a pas dit... C'est le langage de l'Union sacrée. De l'Union sacrée, puisque nous nous plaignons. Le chef de l'État lui-même, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, a rappelé les magistrats à l'ordre. Tous ces gens-là que vous avez cités, que ce soit le Kikaya qui a fui, que ce soit mon ami et frère John Numbi, que je salue en passant là où il est en exil, je ne sais pas, au Zimbabwe où, mais tous ces gens-là, ce n'est pas l'affaire du gouvernement de l'Union sacrée, ce n'est pas l'affaire de Bahati Modeste, encore moins de Félix Tshisekedi. Ils sont en conflit avec la justice. Donc vous n'allez pas dire... Une justice instrumentalisée selon Matata Pognon. Mais justement, maintenant, qui instrumentalise ça? Puisque si le président lui-même se plaint, on doit savoir maintenant que la justice que nous avons aujourd'hui, elle est héritée du kabylisme. Quand vous voyez 90% des magistrats qui sont là, ce sont des magistrats que Kabila a élevés aux fonctions. Tu sais qu'il les a trouvés là-bas. Donc, il faudrait plutôt se plaindre. Quand moi, j'entends les plaintes de Moïse, j'entends les plaintes de Félix, j'ai dit que ce sont des plaintes contre le kabylisme. Donc, nous devons aujourd'hui réformer l'appareil judiciaire pour que le système odieux de Kabila ne continue pas à l'instrumentaliser. Puisque nous plaignons tous, même au Sénat, le président du Sénat s'est plaint, il a même rappelé à l'ordre le gouvernement pour améliorer les conditions des Congolais. Le président du Sénat lui-même, vous vous rendez compte, le président du Sénat a été victime d'une tentative d'escroquerie de sa parcelle. Il a une parcelle ici, ce n'est pas un secret, une parcelle ici dans la commune de Kinshasa, qu'il a depuis les années 70, 67, 77, 78, avec des titres. Mais monsieur est arrivé là, puisqu'il a des entrées à l'IDPS soutenues par quelques petits amis de l'IDPS. Il veut arracher la parcelle du président du Sénat. Une des présidents du Sénat. Donc, c'est pour vous dire que dans ces pays... Et la justice, on m'a lui donner raison, heureusement que l'affaire a été vite... la justice s'est ressaisie. Et le président du Sénat a obtenu gain de cause. Le président du Sénat lui-même, son parti, l'AFDC, quelqu'un comme Néné Nkoulou, que je respecte beaucoup, député qui n'avait même pas un parti, c'est maintenant qu'il vient créer un parti. Elle s'autoclame et s'autoproclame président de l'AFDC allié. Alors que la charte de l'AFDC allié est claire, pour être président de l'AFDC allié, il faut être d'abord président du parti et en plus être président de l'AFDC. Quand l'AFDC a été créée, Néné Nkoulou même n'était même pas là. Donc, je vous dis, même si elle était là, mais elle n'était pas présidente même du parti. Donc, il y a des choses inadmissibles dans ce pays. Et le kabylisme a cautionné ça. Elle a été là comme représentante de l'AFDC. Donc, ce sont des choses, moi, j'ai dit que je suis tout à fait d'accord avec Moïse, tout à fait d'accord avec Félix, mais j'ai dit que nous devons aujourd'hui extirper
l'administration de la justice du contrôle du kabylisme. Ce sont les mêmes gens, même s'ils ne sont pas visibles au pouvoir, mais ils continuent à entretenir leurs hommes. Donc il faut vraiment une réforme approfondie du système judiciaire congolais. Mais Moïse est allé plus loin en disant, aujourd'hui ou demain, un besoin se faisait sentir de voir Kabila, lui-même chercherait son numéro, l'appeler et parler avec lui. Non, mais moi j'ai... Là, on parle déjà d'une alliance Katumbi-Kabila pour 2023. Vous savez, les alliances en politique se font et se défendent. Mais il est avec Félix dans l'Union sacrée. Pourquoi il cherche encore à être président en 2023? Mais non, Moïse est libre. Moïse est libre d'aller où il veut. Ouais. Mais le problème, c'est celui-ci. Est-ce que Moïse, c'est un individu? Il a des hommes et femmes qui l'entourent. Bien sûr. Et il y a des hommes et femmes qui étaient chefs de leur parti, qui les ont cédés pour être avec lui. Est-ce que ces hommes et femmes les suivraient là où il irait? C'est ça le problème. Vous savez, en politique, Moïse a l'aura, je n'en disconviens pas. Moïse a une base, je n'en disconviens pas. Mais est-ce que cette base-là les suivrait partout? Moi, je pense qu'aujourd'hui, de telles déclarations, pour moi, ne contribuent pas au renforcement et à la solidification de l'union sacrée. Dans chaque famille politique, il y a toujours des divergences. Même chez vous, à la maison, avec votre épouse, vos enfants, il n'y a pas un mariage parfait. Mais je n'aimerais pas, moi, que de telles frustrations ou incompréhensions soient portées à la place publique, surtout pas dans les médias. Il y a aujourd'hui, Moïse a le numéro du président Félix, parce que si moi je l'ai et je l'appelle, pourquoi lui ne peut pas l'avoir? Ah, vous avez aussi le numéro du président. Mais c'est mon président. Et puis Félix n'est pas seulement mon président, mais Félix était aussi mon allié à l'IDPS. Son père, c'est mon parrain politique. On a été avec lui. Pourquoi est-ce que je mentirais que j'ai le numéro du président? Non. Moi, je pense qu'au niveau de l'union sacrée, il faudrait plus de sincérité. J'étais parmi les gens qui avaient proposé à mon président Bahati, j'ai dit, président, nous devons parler de 2023 maintenant. Puisqu'on ne va pas aller à l'hypocrisie en 2023. Puisque nous sommes une union sacrée, nous devons être sincères entre nous. Il ne faut pas attendre la veille de 2023 pour que chacun aille de son côté. Nous devons parler des dangers à venir. C'est facile aujourd'hui de dire quelles sont les ambitions qui sont chez nous aujourd'hui. Quand vous parlez de cette question, vous l'amenez aujourd'hui à l'union sacrée, on vous dit que ce n'est pas opportun. Moi, je dis non. C'est pourquoi nous, FDC Ali, nous avons dit, parce que nous n'avons pas d'autres candidats. Les deux candidats qui se sont prononcés, à part les candidats, les candidatures d'aventure, c'est Martin Fayoulou et Félix. Et nous avons fait notre choix. Et nous Martin Fayoulou, c'est une candidature d'aventure? Il y en a déjà qui se programment, mais il n'est pas. Et puis en plus, ceux-là qui se disent candidats, il n'y a pas encore de loi électorale. C'est maintenant que la loi électorale vient d'être promulguée par le chef de l'État. Vous allez être candidat sur quels critères? C'est ça aussi, moi, je dis. Donc, moi, je crois que nous avons fait vraiment un choix utile. C'est comme ça que notre autorité morale, qui est en même temps le président du Sénat et le président statutaire de l'AFDF Ali, nous a réunis. Il nous a donné des instructions précises, concises et claires qu'on ne doit pas tergiverser sur la campagne et la victoire certaine de Félix Tshisekedi Tshilombo. Puisque pour nous, c'est une question de survie. Et en plus, nous avons dit, puisque nous aussi nous avons des doléances, on ne vient pas comme ça. On n'apporte pas seulement un soutien gratuit à Félix. Nous avons dit que pour nous, AFDF alliés, les élections doivent commencer d'abord par l'organisation des élections locales et municipales qui, depuis 38 ans, n'ont jamais eu lieu. Ce n'est pas normal que dans un pays comme ça, il n'y a pas une base. Les dirigeants qui sont là, ça fait 38 ans qu'on a organisé dans ce pays des élections municipales et locales. Et ça, c'est parce que, vous savez, l'AFDF allié est proche à la population. Nous devons donner aussi à la base l'occasion de se choisir, puisque nous avons la démocratie au-dessus et en bas, il n'y en a pas. La démocratie doit commencer par la base. Puisque vous parlez des élections, parlons maintenant de la désignation du président de la CENI. Ça bloque. SCC et la CENCO ont leur point de vue. 6 confessions religieuses également ont leur point de vue.
Entre-temps, d'ici peu, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, via la commission paritaire mixte, pourront se prononcer. Qu'est-ce qui va arriver? Passage en force? Non. Moi, je crois que nous nous sommes battus pour défendre la constitution de ce pays. Je suis parmi les gens qui avaient à l'époque fait la prison pour la défense de la constitution de ce pays. Et lorsqu'on parle de la constitution, on parle de respect de valeurs. Et ces valeurs républicaines, c'est entre autres le respect des lois de la République. Je crois que le législateur a prévu un mécanisme. Comme on a donné la chance aux confessions religieuses et à d'autres partis de pouvoir trouver un compromis. S'il n'y a pas de compromis, on va recourir au test des lois. Le législateur a prévu et le dernier mot reviendra à l'Assemblée nationale. Donc, moi, je ne vois pas, puisqu'on ne va pas aller négocier à Catimini, on a donné suffisamment de chances. Mais moi, je dis, aujourd'hui, la responsabilité de l'échec de ce consensus-là, nous devons l'attribuer d'abord aux confessions religieuses, qui n'ont pas pu se mettre. Ce n'est pas normal, les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu devraient constituer un modèle. Et quand vous regardez tous les présidents de la CENI qui se sont succédés, c'est eux des gens désignés par les confessions religieuses. Mais quel a été leur résultat? Moi, j'étais parmi les gens qui devraient enlever cette compétence-là aux confessions religieuses. Et voilà encore, on y revient. C'est pour dire que même les confessions religieuses, on a pris confiance en elles. Et l'attribuer à qui? Pardon? L'attribuer à qui? Enlever cette compétence? Non, attribuer ça l'attribuer à qui? Non, mais regardez ailleurs. On ne donne pas aux confessions religieuses. Ailleurs, ça marche bien. Regardez en Zambie. C'est sur base de nos réalités ou de l'histoire politique. Un citoyen modèle. Nous avons des citoyens honnêtes dans ces pays qui ont fait leurs preuves, qui n'ont rien avec les confessions religieuses. Dans ces pays toujours. Donc c'est pourquoi moi je pense que nous devons quand même évoluer. On doit évoluer pour dire que les confessions religieuses ne doivent plus continuer à avoir les monopoles de désigner le président de la CENI. Puisque lorsque nous regardons derrière d'où nous venons, leur choix a toujours posé des problèmes. Que ce soit avec Malou Malou, que ce soit avec Mulunda, que ce soit avec Corneille, ce sont des choix de confessions religieuses qui ont causé plus du tort au pays qu'ailleurs. Pourquoi les autres commissions nationales d'élection marchent bien? Pourquoi chez nous ça ne marche pas? Donc, il y a un problème quelque part. C'est pourquoi moi je pense que l'Assemblée nationale devrait s'assumer, prendre ses responsabilités telles que le législateur l'a voulu. Je voudrais lancer un appel pathétique à mes frères et sœurs de la Chambre basse de pouvoir rapidement adopter en seconde lecture les projets de loi d'habilitation qui a déjà été adopté au niveau de la Chambre haute pour permettre à ce que l'état de siège se fasse normalement. Puisque si nous échouons dans cet état de siège, ce n'est pas l'échec de Félix Tshisekedi. Ce n'est pas l'échec du gouvernement Sama Lukonde, c'est l'échec de tous les Congolais. Puisque l'embrasement de la partie orientale de la République va emporter tous les Congos. Nous n'avons pas besoin de faire plaisir aux individus. Je sais que les députés provinciaux du Nord Kivu particulièrement, mais aussi du Sud Kivu et de l'Ituri, sont agités, puisqu'il y a des gens parmi eux qui se nourrissaient de petits intérêts par-ci, par-là, et l'état de siège ne les arrange pas. Moi, je crois que nous devons avoir la culture des sacrifices. Il ne faut pas seulement regarder vos petits intérêts. D'ailleurs, vous êtes bien, vous avez vos salaires, vos émoluments tombent normalement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que cela peut vous donner comme gain par rapport à l'intérêt supérieur de la nation? Vraiment, Président Bosso, vous êtes un vieux loup. J'ai été avec vous dans le gouvernement de Kabila, j'ai été avec vous dans le gouvernement de Mobutu. Je connais vos compétences. Jean-Marc Kabound, nous étions avec vous à l'IDPS et j'ai vraiment
beaucoup d'estime pour vous, surtout votre courage. Il y a aussi l'honorable Vital, qui est d'ailleurs de l'AFDC allié, qui est un très bon sage et stratège. Réunissez vos efforts pour convaincre vos collègues de la Chambre basse en vue de faciliter la tâche à la nation. Pas à Tshisekedi, Félix, à la nation, en vue d'adopter en seconde lecture ce projet de loi d'habilitation qui va permettre aujourd'hui à ce que l'état de siège puisse être une réussite. C'est la victoire de tous les Congolais, ce n'est pas la victoire d'un individu. Voilà, merci beaucoup, chers compatriotes. Vous avez compris que c'était le dernier message du prince Willy Michiki, professeur en République démocratique du Congo. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous vous disons merci beaucoup et surtout que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et à très bientôt.